Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus nombreux et nombreux pour cette rencontre du RIT, donc Réseau des intervenants et intervenantes du théâtre éducation. Je vais vous parler très rapidement de l'association, ensuite je laisserai la parole à Catherine et puis à Nedjoa Chic, Christine Gudin et Emmanuel Sivan qui ont préparé cette rencontre et qui sont des anciennes étudiantes de licence pro encadrement qui ont eu Catherine comme enseignante. Donc l'association du RIT, c'est une association qu'on a créée cette année pour promouvoir et développer le réseau des intervenants en théâtre éducation et qui a comme on va dire socle les étudiants de licence pro encadrement, mais qui est ouvert à toutes les personnes qui s'intéressent aux questions de théâtre éducation. Et l'idée du réseau, c'est à travers des rencontres régulières ici à la Théâtrothèque Gaston Batti et Céline qui n'est pas dans la salle, mais on la remercie énormément parce qu'elle nous aide pour la communication, pour le relais, pour l'organisation, etc. Ces rencontres permettent à la fois rencontrer des spécialistes du théâtre éducation et toutes sortes de sujets qui nous intéressent, mais également de pouvoir se rencontrer en fait entre anciens, nouveaux et de pouvoir échanger autour des questions qui nous préoccupent. Donc on a essentiellement ces rencontres à la Théâtrothèque et puis une journée d'études qui aura lieu cette année le 3 juin autour du théâtre pour les adolescents, à la fois dans l'écriture et dans la pratique. Voilà, s'il y a des personnes, des visages que je ne connais pas, en tout cas si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous laisser votre adresse mail et puis je communiquerai les informations. Je rappelle aux personnes qui n'ont pas compris qu'il fallait adhérer à cette association, je pense à beaucoup de personnes dans cette salle, n'hésitez pas à adhérer parce que ça permet de soutenir ce que nous faisons de manière indépendante et de pouvoir inviter des personnes à intervenir ou payer des défraiements, le cas échéant, si c'est au niveau d'un réseau international. Et d'entretenir le site internet qui commence et pour lequel nous faisons des appels à participation. Notamment en ce moment, il y a un appel à participation que coordonne notamment Marion ici autour de la bibliothèque idéale des intervenants en théâtre éducation. Donc on compte sur vous pour alimenter cet appel à participation. Et je laisse la parole à notre invité et puis nos invités. Je remercie beaucoup Emmanuel, Nedjoa et Christine pour tout le travail qu'elles ont fait. Et puis bien sûr Catherine qui est enseignante en licence pro depuis quelques années et qu'on a eu la grande joie de recevoir en tant qu'autrice pour la publication de sa nouvelle pièce. Alors, je vais débuter cette rencontre. Alors, pour vous redire un tout petit peu que donc toutes les trois, comme vous l'a dit Armelle, on a fait la licence pro il y a 2 ans. Voilà, et que dans le cadre de cette licence pro, on a travaillé avec Catherine, avec laquelle on a écrit des textes, chacune. Je dis chacune parce qu'on n'était que des filles et un garçon, donc du coup on a décidé de féminiser notre groupe. Voilà, et que à l'issue de cette licence pro, on n'a pas voulu que ça s'arrête comme ça, et donc on a constitué un collectif qui s'appelle le collectif C'est pas pour dire, voilà, qui est naissant, mais qui commence déjà un petit peu à fonctionner. Et notre premier, c'est un collectif qui a pour but la création artistique et la formation théâtrale. Et la première création qui se fait dans le cadre de notre collectif, c'est Annelise qui monte la pièce qu'elle a écrite pendant l'atelier avec Catherine. Voilà. Donc pour vous dire un peu le lien qu'on a avec Catherine. Donc on est ravis de mener cette rencontre et de vous faire découvrir son œuvre. Voilà. Je passe la parole à Nedjoa. Bien, moi je vais présenter Catherine en quelques mots. Donc déjà nous sommes ravis de te recevoir pour cette nouvelle pièce, 5 secondes, aux éditions des femmes. Donc bonsoir Catherine, même si on s'est vu tout à l'heure. Alors tu es comédienne, tu as été formée au Conservatoire national d'art dramatique, tu es autrice, tes textes sont mis en scène, ils sont régulièrement sélectionnés par des comités de lecture. Je vais en citer quelques-uns: Anna et la jeune fille intelligente, Hors-jeu, excuse-moi Catherine, Hors-jeu, Léo et Juliette, La mélodie sans les paroles,
j'ai un petit trou. Romance, qui a été donc dont tu es lauréate du prix de littérature Arséna en 2020. Voilà. Tu es aussi, tu animes aussi des ateliers d'écriture à l'ALEF, écriture. Ouais. Enseignante à l'IUT depuis plusieurs années, donc pour les licences pro. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Hein, voilà. Parfait. Voilà. Tu veux Donc, rajouter quelque chose? Non, enfin là-dessus, non, ça me convient. Ça te comme, convient. déjà, je veux déjà remercier tout le monde d'avoir préparé cette rencontre. Et je suis ravie d'être aussi bien entourée. Et merci à vous d'être venus. Donc, vous voulez qu'on commence par... Alors, on va commencer par... on s'est plongé, nous, avec délice dans l'œuvre de Catherine. Un grand bonheur. On en a sorti quelques thèmes, alors qui ne sont pas exhaustifs, parce que voilà, mais qui sont les thèmes qui nous ont semblé les principaux, et puis des thèmes intéressants à traiter avec Catherine. Voilà, le premier. En fait, après la lecture de tous les titres que Nedjoa a cités, le premier thème qui semble quand même évident, c'est les femmes et le féminisme. Donc c'est vrai que ce soit dans celui qui vient de sortir, 5 secondes, que le premier qui a été publié, dès par exemple hors-jeu, il était question de l'invisibilité des femmes par exemple. Et ce thème-là, l'invisibilité, on le retrouve dans presque toutes les pièces. Il y a la prise de parole, en fait, le fait de prendre la parole. Je crois que c'est un peu ça qui m'a amenée à l'écriture. Et chez moi, l'écriture est arrivée en fait en même temps que la prise de conscience féministe. Je ne sais pas lequel a précédé l'autre, si c'est parce que je me suis mise à écrire que je me suis mise à réfléchir à tout ça, mais c'est vrai que comme comédienne, j'étais pas du tout là-dedans. En fait, j'étais pas. Je crois que c'est difficile. Enfin, c'est Delphine Seyrig qui disait on peut pas être comédienne et féministe, et peut-être que c'est plus vrai maintenant, mais. Je sais pas, mais en tout cas, à l'époque, c'était ça, c'était vrai. Je pense que, donc, comme comédienne, je pense que ce qui comptait, c'est d'être dans le regard des autres et pas dans une prise de parole personnelle, quoi. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire j'ai écrit mon premier solo, un peu comme beaucoup de comédiens à un moment ont envie d'écrire leur solo, et donc c'était ce texte hors jeu qui était un texte totalement autobiographique, qui parlait comme ça d'une comédienne, puisque je jouais à ce moment-là, Samuel Beckett, fin de partie, et donc je jouais la mère qui était dans une poubelle, et au bout de 10 minutes, je parlais plus, donc je devais rester sur scène dans cette poubelle pendant à peu près 3/4 d'heure, et là je me suis mise tous les soirs à écrire, à remplir des carnets, quoi. Voilà. Et donc je venais de perdre ma mère, ce qui est une chose importante. Je pense que c'est aussi, enfin, c'est vraiment cette perte qui m'a fait démarrer dans l'écriture aussi, surtout. Et donc, cette histoire de Samuel Beckett, c'était comment je peux prendre la parole dans une pièce d'un type tellement, de l'auteur, l'auteur que j'admirais le plus, qui est une espèce de figure tutélaire du théâtre, et comment moi, petite comédienne qui est en plus morte dans la poubelle, je vais arriver à lui dire, j'ai quand même des trucs à dire, et je vais les dire. Et donc j'imagine qu'il vient, donc plein de gens rentrent dans cette poubelle, dont lui, qui dit mais c'est absolument pas, il en est pas question, tu vas pas faire ça, parce que c'est ma pièce et tu peux pas parasiter ma pièce, et donc voilà, donc il y a tout un truc, une altercation avec Samuel, mais bon, c'est pas vraiment lui en tant que tel, parce que je pense que c'était un homme adorable, mais c'est vraiment la figure tutélaire de Beckett, quoi, le grand auteur de théâtre. Et donc c'est à partir de là que tout est parti, en fait.
Donc ce texte, je l'ai joué, il a tout de suite été monté par le metteur en scène qui montait fin de partie. Et donc je l'ai joué tout de suite et voilà, donc ça a démarré comme ça en fait. Et donc après c'est vrai que c'était la question de comment prendre la parole. Et donc après j'ai travaillé beaucoup pendant plusieurs années avec des femmes, des groupes de femmes qui apprenaient le français dans les centres sociaux. Et là voilà, c'était encore cette question de prendre la parole. Pour elle. Enfin, donc j'ai imaginé une femme qui serait la synthèse de toutes ces femmes que j'ai rencontrées et son chemin d'émancipation en apprenant les mots et en apprenant à écrire. C'est dans Anna et ça c'est Anna ou la jeune fille intelligente, ouais. Donc il y a quand même souvent une question de l'émancipation grâce au langage. Ce que tu dis toi par rapport à ton parcours de comédienne, d'une émancipation vers l'écriture, et on retrouve aussi ça pour les femmes dans tes œuvres en fait, qui s'émancipent grâce à la parole. Grâce à la possibilité de prendre la parole. Et voilà, donc pour Anna, c'était vraiment donner la parole à des femmes qui ne l'ont pas, généralement, enfin, des femmes qu'on n'entend pas, qui sont invisibles, qui savent juste écrire leur nom. Et donc voilà, après ça a été romance. Et romance, c'est pareil, c'est né d'ateliers que j'ai fait en banlieue dans un lycée et c'était aussi pour donner la parole à ces jeunes filles qui habitent là et qui ont des vies très, très compliquées par l'environnement, quoi. Tu abordes justement les violences faites aux femmes. Enfin, il y a quand même beaucoup de textes qui abordent ça. Ouais. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis retrouvée aux éditions des femmes. Voilà, c'est pas vraiment explicable en fait cette volonté de parler de ça. Ça s'est trouvé à chaque fois pour chaque texte. C'est vrai que le fait d'être une femme déjà, quoi, voilà, de parler de ça, quoi. Qu'est-ce que c'est d'être une femme, et en plus toutes les violences et tout ça, mais c'est vraiment explorer un peu ça, questionner ce que c'est. C'est quelque chose dont je peux parler en fait, puisque j'en suis. Oui, mais la question des femmes, elle rejoint souvent la question des minorités aussi dans tes textes. Oui, ouais. C'est vrai. C'est vrai, oui, c'est vrai pour Anna, c'est pas vrai pour Hors-jeu. C'est vrai pour romance aussi. C'est vrai pour. Pas vraiment. Enfin, romance, oui, c'est une jeune fille qui est dans un lycée dans une cité. Ouais. On va réserver un petit temps après, à la fin de Voilà. Si vous pouvez garder vos questions, les noter. C'est prévu. Il y a aussi peut-être la difficulté, la condition des femmes aussi en tant qu'artistes. Il y a quand même aussi, je sais pas, par exemple, dans La Mélodie sans les paroles, il y a aussi la difficulté à être publiée, d'être reconnue en tant qu'artiste. Parce que dans La Mélodie sans les paroles, c'est un texte qui est un peu à part. La Mélodie sans les paroles, c'est un texte qui est tiré qui est inspiré assez librement de la vie d'Emily Dickinson, la poétesse américaine. Donc c'est quelqu'un qui a une vie assez particulière, puisqu'elle est restée cloîtrée quand même pendant plus de 30 ans dans sa maison, puis dans sa chambre. C'est quelqu'un qui a une œuvre absolument incroyable, qui n'a pas été éditée de son vivant, et après sa mort, elle a été éditée, et maintenant on visite sa maison. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a aussi un parcours d'invisibilité, mais voilà, certains disent par choix, d'autres non. Voilà, moi
je pense que c'est parce qu'on simplement on pouvait pas la lire à ce moment-là et que voilà. Et donc oui, ça m'a beaucoup passionné de travailler sur cette femme. Oui, parce que le guide, par exemple, refuse. Ouais, il écriture. refuse. Ouais, il dit que non, que ça va pas du tout, que le verbe est pas mis au bon endroit, que les phrases sont ni faites ni à faire. C'est pas du tout. Et donc voilà, donc à partir de là, elle se renferme et puis elle s'enferme vraiment. Et donc, mais c'est ce même guide, par contre, qui va l'éditer, qui va participer à l'édition après sa mort, en corrigeant un peu. Mais voilà, donc c'est toute cette histoire d'édition aussi, de parcours vers la visibilité qui m'intéressait chez elle. Ouais. Est-ce que, parce que la question c'était de savoir si toi tu avais un parcours similaire, ou est-ce que tu pouvais nous parler de ton parcours avec les éditeurs, justement, comment tu avais circulé là-dedans? En fait, ça a commencé par Anna. C'est mon premier texte qui a été édité, c'est Anna, et en fait je l'ai envoyé à beaucoup de maisons d'édition de théâtre, puisque pour moi c'était quand même en direction du théâtre, même si ça n'a pas tellement la forme d'une pièce de théâtre. En fait, c'est un peu ça l'histoire, c'est que mes textes sont un peu hybrides et ils ont pas vraiment, à part la mélodie sans les paroles peut-être, mais ils n'ont pas vraiment la forme d'une pièce de théâtre. Même celui-là est vraiment... donc ce côté hybride a fait que, avec les éditions de théâtre, ça n'a pas tellement fonctionné. Et puis aussi parce que les éditions de théâtre éditent les pièces qui passent au plateau, et ça, le passage au plateau a été très long. Ça commence que là depuis un an ou deux, mais ça a été très long. Et donc, mais par contre, les éditions des femmes tout de suite m'ont répondu, et voilà, et c'est comme ça depuis. Donc voilà. C'est super parce que pour moi c'est une très belle maison d'édition qui est très ancienne, qui a toute une histoire, et ça veut dire quelque chose d'être là. Je trouve que j'en suis très, très, très contente. Donc pour toi, la difficulté du passage au plateau de tes textes, oui, elle est due au fait de la forme de ton écriture. Je pense que c'est dû. C'est difficile de passer au plateau. Les textes de théâtre, en général, je crois que c'est difficile. C'est très long de passer au plateau. À moins d'avoir sa compagnie. Maintenant, beaucoup d'auteurs et d'autrices ont leur propre compagnie et montent leurs textes, et c'est très bien. Moi, c'est vrai que j'ai commencé assez tard, donc un peu tard pour être dans cette temporalité-là de monter un texte avec on sait que c'est tellement long, que c'est tellement... voilà, j'avais pas envie de m'épuiser là-dedans, et donc voilà, j'attends que les metteurs en scène s'en emparent, et ce qui commence à se faire là depuis 2 ans. C'est Romance essentiellement Romance, ouais. Romance a entraîné. Bon, alors les premiers textes, en fait, je les jouais moi. Oui, donc ça c'est différent. Oui. Ouais. J'ai joué hors jeu, j'ai joué Anna ou la jeune fille intelligente. J'ai joué plus de 150 fois. En faisant à chaque fois des ateliers. Enfin, ça a été toute une aventure. Anna, qui était magnifique, où à chaque fois qu'on jouait, on faisait venir les femmes avec qui on avait commencé les ateliers dans les centres sociaux. Donc c'est tout un travail de faire ça, et c'est hyper, c'est vraiment super. Et donc ça a duré sur plusieurs saisons. Et hors jeu, je l'ai joué tout de suite, donc avec ce metteur en scène. Ensuite, je l'ai remonté moi-même et je l'ai rejoué. Et voilà, les autres textes, moi, je peux pas les jouer puisque c'est pas des personnages que je peux jouer. Et la mélodie sans les paroles, il y a quand même 6 personnages, donc c'est des grosses productions. Et voilà. Et donc il y a eu Romance. Et là, Romance, c'est une très grosse aventure. Puisque là, ils vont atteindre les 200 représentations dans les collèges et lycées des Yvelines, les seules Yvelines.
Et donc, ça, c'est vraiment super. C'est une jeune compagnie qui fait ça et qui le fait très bien. Voilà. Ok. Ouais. Alors, après avoir un peu traversé les thèmes, donc je rappelle qu'on vous laissera du temps à la fin pour poser vos questions si vous en avez. On s'est un peu attardé à des éléments caractéristiques de l'écriture de Catherine pour vous présenter un petit peu ça du point de vue de son écriture et au-delà des thèmes. Voilà. Donc, Et ce que nous avons repéré, voilà. une des caractéristiques dans ton écriture, c'est le monologue. Voilà, dans Anna, dans Hors-jeu, Ouais. Romance, 5 secondes. Voilà, donc est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors. Pourquoi ce choix? En fait, c'est des faux monologues. Oui. C'est un peu des faux monologues. C'est comme des monologues où dedans rentreraient tous les dialogues. Où c'est toute la pièce qui rentrerait dans le monologue, en fait. Voilà, ça a commencé vraiment avec Romance parce que Anna, c'est un peu différent. Anna, c'est vraiment une structure comme par petites scénettes. Au fur et à mesure que la femme apprend les mots, en fait, chaque mot déclenche une petite scène de sa vie. Et donc ça, pour moi, c'est pas vraiment un monologue. Enfin, c'est pas la même structure. Oui, Romance et 5 secondes, c'est ça. C'est quelqu'un qui prend la parole et en fait, toute l'histoire se déroule à l'intérieur de cette parole et qui est traversée par toutes les autres paroles de l'histoire, en fait. Tous les autres personnages sont là, mais dans cette parole. Voilà, Mais cette forme, elle t'est venue. Oui. Comment? Pourquoi? C'est une évidence aussi. Hein, ouais, ça c'est vraiment une évidence. C'est une volonté de ne pas faire parler tout de suite le protagoniste de l'histoire, le ou la protagoniste de l'histoire, mais d'avoir un point de vue de quelqu'un qui raconterait à sa place. Comme si voilà, qui prendrait en charge plutôt que qui raconterait, parce que ça serait narratif. Quelqu'un qui prendrait en charge. Là, dans 5 secondes, donc je parle de 5 secondes. Oui. Ça y est. Donc c'est parti d'un, voilà, mais c'est pour ça va mieux expliquer par cet exemple. C'est donc parti de ce fait divers qui est qu'une femme dans le RER a son bébé qui pleure, le RER est bondé, elle prend son bébé dans les bras, elle replie sa poussette et au moment de descendre, elle demande à un garçon, un jeune homme qui est à côté d'elle de prendre le bébé, de l'aider à descendre. Elle descend avec la poussette, il pose le bébé dans la poussette et elle remonte. Elle entend la sonnerie du RER. Et là, ça dure 5 secondes. La sonnerie du RER, une fois que ça retentit, ça dure 5 secondes avant que ça se ferme. Donc, elle remonte tout de suite et elle laisse l'enfant avec le jeune homme. Et donc, voilà, pour raconter cette histoire, pour m'emparer de cette histoire, je me suis d'abord dit, bon, je vais faire parler cette femme. Voilà, c'est elle qui va. Et puis après, je me suis dit non, j'ai pas envie que ça soit directement elle, parce que je pense que quand on fait ça, on peut pas en parler. En fait, on n'a pas la parole pour ça. Et donc c'est ce jeune homme. Voilà, c'est ce jeune homme qui m'a intéressée. Et donc c'est lui qui a le bébé d'ailleurs. Donc puisqu'il a le bébé, il a la parole et voilà, il va parler à l'enfant. Et donc ça a été ça le point de vue qui m'a fait démarrer dans cette écriture. Et pareil pour Romance, donc c'est l'histoire de cette jeune fille qui se radicalise et qui va qui va rentrer dans un engrenage avec un gars qu'elle rencontre sur Internet. Et ça, si cette jeune fille-là, elle avait pu parler, si elle avait eu la parole, elle l'aurait pas fait tout ça. Je pense qu'elle l'aurait pas fait, tu vois. Et donc c'est bien parce qu'elle n'a pas la parole et qu'elle rentre qu'elle fonce dans tous les pièges comme ça qu'on lui tend, et parce qu'elle n'a pas la parole. Et donc c'est son amie
qui va prendre en charge son histoire et qui va et qu'elle va charger elle-même de cette parole-là. Voilà, c'est un peu pour ça les monologues. Ouais. Après, oui, j'aurais pu écrire des pièces avec des personnages. Je préfère faire rentrer les personnages dans une parole, quoi. On a quand même trouvé que c'était, même si c'était une forme, comme tu dis, hybride, qu'il y avait quand même la présence d'une langue de comédienne. Enfin, on a trouvé qu'il y avait une écriture quand même très théâtrale. Ouais. Ça, c'est la première chose. Ouais. J'écris vraiment pour des comédiens, pour les comédiens et des comédiennes, pour les corps, pour l'énergie. D'ailleurs, quand j'écris, je le joue aussi, donc je vois ce que ça me provoque. Si moi, les mots me provoquent cette énergie que je cherche, c'est bon, quoi. Il faut d'abord que ça passe par moi, quoi. Et là, le fait d'être comédienne m'aide beaucoup. Enfin, je me sers vraiment de ça, quoi. Je vois bien si en lisant une phrase, si ça me provoque de l'émotion, quoi. Et sinon, c'est que c'est raté et je recommence. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de musicalité aussi dans l'écriture, et un rythme, un tempo qui est peut-être propre justement à l'acteur aussi quand il joue. C'est ce que j'essaye de faire. Ouais. En tout cas, c'est vraiment une volonté, ça. Je pense que c'est en ça que peut-être que c'est du théâtre. Simplement, c'est que j'écris vraiment pour des acteurs et pour des corps et pour des voix et pour des énergies d'acteurs. Ouais. Oui, parce que même si la forme, elle peut prêter à confusion, parce que tout à l'heure... oui, on a eu une réflexion. Adèle, elle a ouvert, elle m'a dit, mais c'est un roman. Et en fait, elle m'a dit, mais non, c'est du théâtre. Et en fait, même si effectivement, on pourrait s'arrêter là à regarder la forme et se dire, c'est pas du théâtre, en fait, c'est une écriture qui est très théâtrale. Quand on la lit, il n'y a pas de doute sur la théâtralité des textes, en fait. Oui, mais il y a aussi, en même temps, ça n'empêche pas la littérarité, le fait que ce soit théâtral. Enfin, il y a aussi beaucoup de poésie. Oui, la poésie, c'est très important. Le rythme, la musicalité, tout ça. En fait, ça porte. En fait, quand on est acteur, tout ça, ça porte. En fait, ça aide à jouer. Et donc aussi, alors au début, on avait une hypothèse, nous, mais que Catherine n'a pas validée. Oui. Une hypothèse qui était de dire que l'œuvre de Catherine, elle s'éloignait, elle était assez autobiographique au départ, et puis qu'au fur et à mesure, on repérait, bêtement, un éloignement de l'autobiographie. Et Catherine, elle a dit, non, pas du tout, en fait. Là, je ne parle pas de moi, donc ok. Donc on s'est dit, on met cette hypothèse de côté. Peut-être quand vous lirez toutes les pièces de Catherine, vous pourrez me dire si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Mais sinon, du coup, on se disait que, par contre, ce qu'on pouvait repérer en termes d'évolution, c'était que quand même que ton théâtre, se sont saisis de ton théâtre les jeunes, les adolescents, et que... alors toi, tu as écrit quand même Léo et Juliette. Oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé de Léo et Juliette. Qui est édité au théâtre à l'École des loisirs, donc qui est vraiment... qui vise un public de théâtre jeunesse. Mais il y avait quand même pour nous cette évolution de ton écriture vers un théâtre jeunesse. Est-ce que ça te semble... Oui, Enfin, c'est ce que tu peux faire comme hypothèse du fait que les adolescents se saisissent facilement de romance. Après 5 secondes, le garçon, c'est pas un adolescent, c'est un adolescent attardé, on peut dire. On peut dire un ado attardé, ouais. Mais Romance, c'est vraiment un texte que j'ai écrit pour les ados. Par rapport à ces filles que j'ai rencontrées dans ces ateliers qui m'ont vraiment beaucoup touchée, et j'avais envie de parler de certaines choses, parce qu'on leur en parle pas, on leur parle pas du viol, on leur parle pas du consentement, on leur explique pas les choses, enfin peut-être qu'on le fait mais pas assez, et je trouve que le théâtre c'est un très bon moyen pour ça. C'est bien mieux que n'importe quel intervenant qui vient pour parler comme ça pendant 1 heure.
Enfin, je l'ai vu parce que j'ai été voir les représentations là dans les lycées. Voilà, j'ai vu à quel point ça leur fait du bien, quoi. Ça les touche. Après, il y a des débats et après ils en parlent et voilà. Et pour moi, c'est essentiel. Donc oui, j'ai écrit ça pour les ados, c'est vrai. Ouais. 5 secondes, non, pas du tout. J'ai pas du tout pensé aux ados. J'ai pas écrit ça. Et si on s'arrête un tout petit peu sur Léo et Juliette, qui est donc édité ouais. Alors là, par contre, du point de vue de la forme, c'est très différent parce que c'est une pièce qui est écrite vraiment en dialogue et avec des personnages. Enfin, on va dire que la forme, elle est plus classique entre guillemets. Voilà, et ça, c'était une pièce de commande en fait. C'était une commande Théâtre du Pélican à Clermont-Ferrand qui n'existe plus, faute de subvention, et qui était une scène conventionnée jeunesse. Et donc le directeur de ce théâtre m'avait demandé une pièce pour 6 adolescents qui parle d'un thème philosophique. Voilà, donc j'ai choisi l'amour, qui n'est pas vraiment un thème philosophique, mais qui peut l'être. Mais voilà. Donc oui, c'était vraiment, la commande était très précise, quoi. Enfin, il y a à la fois l'amour, mais il y a aussi des thématiques qui sont des thématiques très actuelles, du genre. Des questions du genre. Parce que maintenant, on ne peut pas parler de l'amour sans parler de ça. Donc voilà. Mais oui. Donc il y a quand même quelque chose qui est présent, c'est cette volonté de coller à des thèmes qui sont des thèmes très actuels. Enfin, en tout cas, c'est pas une volonté de coller, disons que c'est parce que je suis un peu une éponge de ce qui se passe. Je pense que tous les auteurs et autrices sont comme ça. On est un peu des éponges, quoi. Donc on prend tout ce qui arrive et ça se retrouve dans l'écriture. C'est pas, voilà, c'est... Et on voulait faire un petit maintenant un focus sur 5 secondes. Alors tu en as déjà un petit peu parlé, tu l'as résumé, mais on se disait que ce serait bien que tu lises des extraits. Avec plaisir. Je lis le début. Ils ont parlé d'un heureux dénouement. Je suis content que cette histoire connaisse un heureux dénouement. C'est ce que l'avocat lui a répété en sortant de la salle. Et en la regardant s'éloigner dans son jogging rose, j'ai pensé à toi. Je me suis demandé si tu arriverais à te débrouiller avec tout ça. Et comment on fait pour grandir avec ce genre d'heureux dénouement. Je t'ai vu à l'école, dans quelques années, quand tu devras écrire pour la fête des mères un poème dans un cœur de coquillettes, et tu ne diras rien de ton histoire parce que tu auras honte. Tes yeux seront gonflés, mais tu ne pleureras pas, surtout pas, pour ne pas rajouter de la honte à la honte. Et je me suis dit que la fête des mères a été inventée pour ça, pour faire honte aux enfants comme toi, pour leur faire gonfler les yeux. Et même si je sais que ce dénouement n'était heureux ni pour toi ni pour elle, quand on a entendu la phrase qui disait que le délaissement n'est pas caractérisé parce qu'elle ne t'a pas laissé directement sur le quai mais confié à un tiers, au mot tiers, va savoir pourquoi, j'ai ressenti de la fierté. J'ai pensé que dans cette phrase, le mot important pour toi, c'est le mot délaissement. Et tu dois te souvenir que ce délaissement n'est pas caractérisé. Ça veut dire que ce n'est pas ce qu'on peut appeler un délaissement. Et encore moins un abandon. J'ai pensé qu'il fallait que je te dise ça. Avant que ce mot « abandon » n'aies tu le temps de répandre son poison dans tes veines. Il fallait que je te le dise, avant que tu te retrouves assis à ta table d'écolier, à t'acharner à coller les coquillettes avec toutes ces larmes à retenir, maudissant la fête des mères, maudissant l'école, le monde entier et surtout ta mère, pensant c'est de sa faute si j'ai une mauvaise note parce que je ne sais pas ce que je pourrais bien écrire au milieu de ce cœur dégueulasse plein de colle qui bave partout. Alors le dénouement, c'est sûr qu'il n'était heureux pour personne, comment il pourrait l'être. Mais ce que l'avocat voulait dire, c'est que le pire n'est pas arrivé, et le pire pour lui, c'est la prison. Ou pire encore, la mort d'une femme avec son enfant sous le RER. Et dans ce cas, il n'y aurait même pas eu de procès. Le juge n'aurait pas eu à parler des animaux et des pieuvres.
Vous savez que la pieuvre couve ses petits pendant 4 mois et quand elle les lâche enfin dans l'océan, elle en meurt? Si elle n'a pas répondu, c'est qu'elle savait très bien où il voulait en venir avec les pieuvres. Et quand il a ajouté que même un animal ne lâche pas ses petits, mais vous n'êtes même pas un animal, qu'est-ce que vous croyez que vous êtes? Elle a répondu d'une voix douce, même pas un animal. Sachant bien que pour avoir une petite place dans son estime, il aurait fallu qu'elle le fasse, qu'elle se jette avec toi sous le RER. Et là, il n'aurait pas dit même pas un animal, il aurait dit la pauvre femme, il en faut du désespoir pour faire ça. Ou plutôt, il n'aurait rien dit parce qu'il ne l'aurait jamais su. On aurait entendu dans le haut-parleur les mots accident voyageur et peut-être une ligne ou deux dans le journal gratuit. Ce qu'elle aurait pu leur dire, c'est que ça n'arrive pas souvent qu'un animal se suicide en se jetant sous le RER, et même pas un animal, encore moins. Mais quand ils lui ont donné la parole, elle a eu l'air surprise. Elle ne savait pas qu'elle aurait à parler. Tout est allé tellement vite. L'avocat ne lui a rien dit, à peine bonjour. Elle sentait bien qu'elle ne pourrait pas entrer dans les détails et raconter, comme elle l'a fait, à la commissaire ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Et même depuis le matin, dans sa tête. Et aussi depuis le début, depuis ta naissance. C'est pas l'endroit. Ça ne ferait que les énerver et c'est jamais bon d'énerver les gens. Alors elle a juste dit avec sa voix douce qu'elle n'y arrivait pas et elle l'a répété. Je n'y arrivais pas. Mentalement et financièrement, je n'y arrivais pas. Et elle a continué à murmurer, c'est tout, je n'y arrivais pas, voilà, c'est tout, j'y arrivais pas. Et ses lèvres continuaient à remuer sans qu'aucun son ne sorte, mais de toute façon, plus personne ne faisait attention à elle. Parce que pour eux, cette réponse-là, ou rien, c'est pareil. Ces quelques mots qu'elle aura prononcés ne veulent rien dire pour eux. Ce sont à peine des mots. Je n'y arrivais pas, voilà, c'est tout. Je n'y arrivais pas, c'est tout. Parce qu'ils ne savent pas. Ils n'imaginent même pas ce que c'est de ne pas y arriver. Bien sûr, il y a des jours où c'est difficile pour tout le monde. Il y a le travail, la fatigue, ça c'est pour tout le monde. Le manque de place dans les crèches. Pour eux aussi, la vie, elle est compliquée parfois. Mais on se débrouille. Tu n'y arrives pas, eh ben, tu fais comme toutes les autres. Tu essayes encore jusqu'à ce que tu y arrives. Et même si tu n'y arrives toujours pas, tu y arrives quand même un peu. Tu fais pas toutes ces histoires, avec un procès pour toi toute seule, au tribunal correctionnel, rien que ça. Et faire déranger tout ce monde, pour même pas un animal. Sur ton père, ils n'ont rien dit. Rien. Ils n'ont même pas mentionné la possibilité d'un père dans cette histoire. Et ça aussi, elle aurait pu leur dire. Le père, qui s'est enfui le jour de la naissance et qu'on n'a plus jamais revu. Lui, personne ne lui dit rien sur les animaux et moins que les animaux, les pieuvres et tout le reste. Parce que l'instinct paternel, il croit peut-être que ça n'existe pas chez les animaux. Elle ne l'a pas dit parce que dans le fond, elle a toujours su qu'il ne resterait pas avec elle. Même quand elle était enceinte, elle le savait. Il est venu à la maternité, il a sans doute été fier d'avoir un fils, et quand elle est rentrée à la maison, il avait disparu. Elle se débrouillera bien. Les mères, ça se débrouille, il s'est dit. Les mères, ça se sait. L'instinct maternel, c'est la base. Merci. Donc voilà, c'était l'envie d'interroger ça, l'instinct maternel, ce qu'on appelle l'instinct maternel. Au départ, c'était ça en fait. Je voulais vraiment questionner ça. L'injonction à avoir des enfants, pourquoi on en a, pourquoi on n'en a pas, pourquoi, enfin, cette espèce de pression qu'on a pour être mère, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est le regard du personnage masculin là-dessus, et ce décalage par rapport à la situation, qui est quand même très intéressant, parce que effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, si c'est elle qui avait eu elle n'a pas la parole, donc elle n'aurait pas pu raconter ça. Et lui, il a une parole particulière, parce que c'est un personnage particulier. C'est pas n'importe quel jeune adulte, quoi. Voilà, et lui, ça rajoute une dimension, un univers
qui enrichit encore l'espace de Oui. Il n'est pas sorti de chez lui depuis... Voilà, c'est ça. Lui, c'est un peu un je sais pas comment on appelle ça, Hikikomori, là. Hikikomori. Voilà, c'est ça. Pas vraiment, parce que il vit chez sa mère, il a 28 ans, il vit chez sa mère, mais il participe quand même, à la vie de la maison, au travail de la maison. Oui. Il n'est pas complètement autiste. Et il fait du son. En fait, c'est quelque chose qui est assez étonnant, que beaucoup de garçons dans ces âges-là font ça, font du son en fait. C'est-à-dire, ils font pas de la musique, ils sont sur l'ordinateur, ils font du son. Donc c'est un truc totalement enfermé dans leur chambre, sur leur ordi, avec le casque, et ils mettent des sons sur des plateformes, et ça s'échange, et on prend les sons là et on prend autre chose là, et puis ça devient encore autre chose, et donc il est là-dedans sans aucune je pense que tu connais ça. Hein? Je comprends très bien. Voilà. Et donc il y a beaucoup de garçons qui font ça, et qui font plein d'autres choses à côté, c'est super. Mais il y en a d'autres aussi qui profitent de ça, qui se renferment. Et lui, c'est son cas. Il est sans aucune perspective de travailler, de gagner de l'argent, de gagner sa vie, et totalement désocialisé. Donc il est en fait, ce jour-là, il a ouvert ses volets, et il a eu envie de sortir. Il a eu cette envie d'aller voir un peu de la nature, des arbres, prendre l'air, quoi, de s'aérer. Et donc c'est ça qui lui est arrivé ce jour-là, et en fait ça lui est arrivé aussi parce qu'il est dans un état de tellement de sursensibilité que en fait il ressent les gens, il est en totale empathie avec les gens, il est comme un peu un médium. C'est peut-être le fait d'être totalement à l'intérieur de lui-même, et là, donc c'est un peu contradictoire, mais il est totalement avec cette femme, et il ressent totalement son désespoir à ce moment-là, puisque c'est vraiment un désespoir qu'elle a. Il est tellement avec elle qu'il sait des choses qu'il n'est pas censé savoir, en fait. Il raconte des passages de vie auxquels il n'a pas assisté. Alors en fait, donc il va se retrouver en fait obligé de faire le récit de ça, de cet événement. Il va devoir faire le récit, parce qu'il n'y a que lui en fait qui va pouvoir en parler. Elle ne pourra pas en parler parce qu'elle est dans un état second. Personne n'a assisté à ça à part lui, donc c'est lui qui ne parle jamais, qui est totalement autiste, enfin totalement comme ça désocialisé. Il va être obligé de faire ce récit pour cet enfant. On ne sait pas si c'est vraiment à cet enfant qu'il parle, ou alors qu'il imagine qu'il parle à cet enfant, mais en tout cas il est obligé, et en prenant en charge ce récit, il est obligé de prendre en charge son propre récit aussi, le récit de sa propre vie. Voilà. Et la rencontre avec ce bébé, elle est du coup aussi ça télescope deux mondes, et cette rencontre, qui sont un peu parallèles en fait. Donc en fait, ce qui s'est passé donc après, une fois que dans le vrai fait divers, ce qui s'est passé, c'est que la femme est retournée chercher 3 jours après son bébé au commissariat. Elle a attendu 3 jours. Et après, elle est retournée le chercher. Et donc, il y a eu un procès. Elle a été acquittée puisqu'elle l'a donné à un tiers et pas abandonnée comme ça sur le quai. Dans ce cas-là, elle aurait été en prison. Mais là, donc, elle est acquittée. Et voilà. Et donc, lui, il y a quand même 3 jours où il ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'il n'était pas là, et il ne sait pas du tout pourquoi elle a attendu 3 jours, qu'est-ce qu'elle a fait, et donc ça il va être obligé de l'inventer, et ça va être sa création, il va être obligé de créer ces 3 jours. Voilà. C'est là où le décalage avec le fait divers il est beau en fait, parce que il y a cette histoire
banal et en même temps exceptionnel. Et puis il y a ce regard sur cette histoire de ce jeune homme qui est... parce que tout à l'heure on parlait de poésie, c'est lui qui amène la poésie aussi sur un événement qui est très... qui est même assez très triste et très... voilà. Et donc très lugubre. Ça amène de la... Oui. La poésie. En fait, oui, parce que c'est quelqu'un qui a un rapport au monde qui est un peu décalé. Et voilà, c'est vrai que c'est un genre de personnage que j'aime. Parce que ça me permet aussi, dans l'écriture, de rechercher une langue un peu décalée. Et c'est ça que j'aime, en fait. Et donc, c'est pour ça que autant dans Romance, autant Anna... c'est des personnages qui sont un peu déconnectés, un peu naïfs. Et on a bien entendu, vous avez bien entendu tout ce qu'on a pu dire sur les caractéristiques de la langue de Catherine, en fait, sur cette écriture de comédienne, on entend bien déjà que ça rien qu'à la lecture, ça joue beaucoup. Et aussi sur ce monologue qui n'en est pas vraiment un, puisque le personnage donne la parole aux autres personnages. En fait. On les entend aussi dans le monologue de ce jeune homme. Est-ce que tu peux dire d'autres choses sur ce film? Je sais pas, mais peut-être que vous avez envie qu'on discute. La question. Oui. J'avais plein de questions comme d'habitude, mais je vais en poser qu'une. Dans un de ses livres, le livre du rire et de l'oubli, si je dis pas de bêtises, Kundera, il parle de la différence entre les gens qui écrivent tous les jours et les écrivains. Et il dit que les écrivains écrivent par nécessité, ce qu'on retrouve dans beaucoup de discours d'auteurs. Et est-ce que ce moment-là où tu t'es mise à écrire dans cette poubelle-là, est-ce que tu es passée à la nécessité et est-ce que tu ressens une nécessité quand tu écris tous les jours? Pas tous les jours, mais oui. Enfin, quand il y a un texte qui sort, oui, c'est parce qu'il y a une nécessité, c'est sûr. Sinon, j'arrive pas au bout. C'est tout bête. Sinon, j'ai plein de débuts et j'arrive pas au bout parce que c'est ça. Il y a pas de nécessité. C'est peut-être une histoire qui me plaît, mais il n'y a pas vraiment de nécessité. Et oui, c'est très juste. Cette histoire de poubelle, c'était même une question de vie ou de mort, en fait. C'était que je pouvais pas rester là pendant 3 quarts d'heure sans rien faire. Et il fallait que j'écrive, quoi. Et puis c'était comme une chose qui s'ouvrait, quoi. Oui, c'était vraiment une expérience assez forte là-dessus, sur la nécessité. Ouais. Merci pour cette lecture. Moi, je connais que Romance, ouais. dans les autres œuvres que tu as écrites. Avec cette lecture-là, je me disais, est-ce que tu as aussi il y a pas une recherche de mettre des oppositions aussi dans tes écrits, par exemple avec ce jeune homme qui a besoin, en sortant, de chercher peut-être quelque chose, un attachement au monde avec ce bébé qui rencontre, des responsabilités, face à cette mère qui justement a besoin justement de ce détachement, de se détacher, de laisser, de lâcher prise en fait, de laisser son bébé à quelqu'un d'autre parce qu'elle n'arrive plus, elle ne peut plus. Est-ce que c'est important pour toi, tu penses aussi cet acte d'écriture de rechercher des oppositions, des personnages qui recherchent justement, je pense à Romance avec aussi ce couple de 2 copines, et de chercher ces personnages qui s'entremêlent dans leur vie, en même temps ont des besoins différents ou même qui s'opposent. Ouais, tout à fait, c'est très juste. Ouais. Je l'ai pas tellement conscientisé, mais en fait c'est tout simplement parce qu'il y en a un qui a la parole et pas l'autre. Et donc ça détermine beaucoup les choses. C'est que à partir du moment où il mène dans Romance, où il mène à la parole, donc elle comprend les choses d'une façon différente. Elle va plus vite. Elle décrypte la réalité bien mieux que l'autre qui est là avec ses
voilà, avec ses révoltes et ses problèmes et qui n'y arrive pas. Donc oui, forcément, il faut qu'il y ait un équilibre. Ouais, c'est sûr. Et là aussi. Mais... Je vais encore citer un auteur, mais Philippe Besson, dans Arrête avec tes mensonges, dit toujours qu'on écrit à quelqu'un, qu'on s'adresse toujours à quelqu'un, pas forcément pour quelqu'un. Ouais. Mais j'ai cru comprendre que t'écrivais, j'ai compris que t'écrivais pour les femmes et pour leur donner une parole. Mais à qui, toi, tu t'adresses quand t'écris? Est-ce que t'écris à quelqu'un ou pas? En fait, mais il y a une adresse. Oui, il y a toujours une adresse des personnages. Moi, je ne sais pas à qui j'écris, j'en sais rien, mais en tout cas, les personnages, oui, ils s'adressent à quelqu'un. Et ça, c'est vraiment en ça que c'est du théâtre. S'il y a une chose qui fait que c'est du théâtre, c'est bien là-dessus. C'est qu'il y a toujours une adresse, ouais. Une adresse précise, même si elle est pas forcément réelle, mais en tout cas c'est une adresse précise. Alors. Moi, je ne savais pas en fait que tu t'étais inspirée d'un fait divers. C'est un fait divers que tu as découvert dans un journal comme ça gratuit. Oui, dans 20 minutes. Dans 20 minutes, et il y a longtemps à partir oui. du moment où tu l'as découvert, oui, d'accord. Enfin, je l'ai découvert, non, il n'y a pas longtemps. J'ai commencé à écrire le texte, c'était en 2023, donc ça venait de se passer. En fait, je commençais à écrire sur la maternité, à lire des choses, à réfléchir un peu sur cette histoire de maternité, mais je n'avais pas la fiction pour... il faut une histoire, quoi. Pour parler des choses, au théâtre, en tout cas, il faut une histoire. Je crois, mais... Et donc, j'ai vu ça, voilà. J'ai vu ce fait divers et c'était très frappant quand même. Et en même temps, en l'ayant lu, ça a fait écho à tellement de problématiques qu'on rencontre en fait en discutant un peu avec les gens. J'ai l'impression cette façade, et puis quand on ouvre un peu la porte et qu'on voit ce qui se passe derrière, c'est beaucoup plus complexe. Oui. Et que la question justement de l'amour maternel qui soi-disant est né ne l'est pas tant que ça, et que des histoires d'abandon, qu'ils soient réels, effectifs ou de délaissement, ou qu'ils soient psychiques aussi au sein d'une famille, est beaucoup plus présente qu'on le croit. Mais ça reste effectivement une thématique très très peu... Oui, le regret d'être mère. Il y a eu beaucoup au moment où j'écrivais là-dessus, il y a eu beaucoup de textes qui sont sortis sur le regret de la maternité. Et c'est intéressant aussi, que ça puisse se dire aussi ça. Mais c'est un peu tabou, c'est des sujets un peu tabous. Et moi j'aime bien les sujets qui sont un peu comme ça, où ça frotte un peu. C'est romance, c'est ça. On parlait de la presse, du théâtre pour adolescents, en tout cas, un texte comme ça peut vraiment être entendu à partir de, je ne sais pas quel âge, mais je pense qu'il peut aussi faire écho à des enfants. Ah oui. En tout cas, à des enfants adolescents. Adolescents, oui. Compréhension parfois de leurs propres parents. Tout à fait, oui. Et oui, ça pose la question de la paternité aussi. C'est... Oui. Tout à fait, oui, c'est... Mais là, je crois qu'il y a eu un prix adolescent là, qui a été décerné à ce texte. Ouais, c'est vrai qu'il y a tout un... Il y a plusieurs niveaux de réception là-dessus. Mais en tout cas, oui, toute la question du postpartum aussi, ça c'est vraiment intéressant aussi. Quelque chose qu'on balaye un peu comme ça, mais ça existe vraiment, quoi. Oui. Tout à l'heure, tu disais que quand tu écrivais, souvent tu lisais tes textes avant. Ouais. Et
trouve ça assez fascinant. Mais du coup, comment tu écris et puis d'un coup tu lis et tu imagines le personnage en face de toi, à qui s'adresse ce texte. Bah non, je le joue en fait. Ouais, je le joue à ma table devant mon ordinateur. Je suis là. Puis je vois ce que ça me provoque quoi en fait. Parce que, c'est ça, un comédien normalement quand il lit un texte, ça doit tout de suite lui provoquer quelque chose, une émotion, voilà, il doit sentir le rythme. Voilà, donc je l'expérimente directement. Du coup, c'est une histoire de feeling avec des textes quand tu sais que c'est pas bon, quand tu. Ah oui. Il y a un mur. Ouais, quand ça me fait rien, là, j'étais. Oui. Bon, Jade. Oui, en fait, je voulais poser une question par rapport à ça aussi. Parce que je sais que quand j'écris de la poésie, je fais la même chose aussi. Et je trouve que la poésie et le théâtre se rapprochent beaucoup. Ouais. Je suis d'accord. cette question de l'oralité. Et quand tu disais que tu lisais à haute voix et que ça te faisait quelque chose, est-ce que quand tu lis aussi, moi ça me fait ça, mais ça me fait comme une musique, et les sonorités aussi deviennent un autre langage après. Tout à fait. Le fait de le lire à voix. Tout à fait. Ouais. Tu l'entends quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ressens beaucoup, que la poésie et le théâtre, c'est vraiment les deux choses qui se rapprochent le plus, ouais. Plus que le roman, ouais. Tout à fait d'accord. Ouais. Tu disais que tu connaissais bien tes sujets, étant femme et écrivant beaucoup sur des femmes qui prennent la parole, mais je trouve que souvent tu écris sur des femmes très très éloignées de toi, ou des réalités très éloignées de toi. Je pense notamment à une pièce qu'on n'a pas évoquée, je crois, qui s'appelle Au-delà. Ah oui, Au-delà, oui, parce qu'elle n'est pas éditée. Voilà. Et c'est la question qu'on se posait, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de textes, mais on les a pas trouvés en fait. Et on s'est dit, mais ils sont certainement pas édités. Non, elle n'est pas éditée Au-delà. Donc j'ai lu cette pièce. Ouais. J'ai lire cette pièce, et tu te plonges dans le quotidien d'un couple qui plonge dans l'extrémisme terroriste, qui prépare un attentat. Ouais. Donc voilà pourquoi elle n'est pas éditée. Parce que il n'y a aucune chance que ça soit jamais monté. Et je me demandais quel était le degré de documentation à chaque fois sur tes sujets. Ouais. Est-ce que c'est très documenté? Pas tellement. À chaque fois, il y a beaucoup de justesse. Ouais, mais je me documente pas tellement, non. Parce que à chaque fois que j'ai voulu écrire et me documenter beaucoup, ça me bloque en fait. Il y a un moment où il y a trop de documentation. Je suis ensevelie en fait. Et donc il faut que je me documente. C'est très délicat le sujet de la documentation. En fait, il faut que je me documente un peu, mais pas trop quoi. Là, c'était parfait parce qu'il y avait vraiment 3 lignes. Il y avait 3 lignes, il y avait l'appel à témoins et voilà. Et quand tu disais que ça ne pouvait pas être monté par rapport au thème du terrorisme, Romance l'aborde quand même? Romance l'aborde, mais alors Romance assez subtilement, ouais. Et en plus, là, pour le jouer, il est passé à la censure. Pour le jouer dans les lycées et collèges. Il y a des choses voilà, donc c'est passé par le commissariat de police et un commissaire qui a dû prendre son crayon et couper certaines phrases, notamment une phrase mais vraiment très évocatrice sur le voile, une autre sur le mariage par internet. À chaque fois qu'il y a le mot Dieu, ils ont coupé. Ils ont coupé tout le... Mais bon, il n'y avait pas énormément, c'était des petites allusions, où elle s'adressait des fois à Dieu, et qu'est-ce que tu fous, pourquoi tu ne nous aides pas, un truc comme ça. Et ça, coupé. Ça s'appelle la censure. Quand ça a été joué dans les lycées. Ouais. Là, en ce moment, la version qui tourne en ce moment, elle est censurée. Ouais. Parce que ça pourrait être dangereux. Oui.
Bah oui, ils ont. Seulement dans le contexte Ils sont, collège. oui, seulement dans le Ah, contexte, oui. le contexte collège-lycée, ouais. D'accord. Oui. Oui, Mais mais par donc, rapport à au-delà, Au-delà, un peu plus, énormément de. Je ne peux pas dire combien de metteurs en scène ont aimé ce texte et ont essayé de le monter, et ça n'a jamais abouti. Jamais. Il est sorti en 2017, il a eu l'aide à la création, donc il y avait quand même un budget pour le monter, avec 2 personnages, et ça n'a jamais fonctionné. Des terroristes dans le sens de radicalisation islamiste, c'est ça le thème, hein? Bah oui, après c'est pas dit forcément, mais bon, c'est 2, voilà, c'est un garçon, une fille qu'on a mis ensemble et qui voient ce qui se passe et qui veulent faire pareil. Et le garçon a en tête de descendre dans la rue avec une mitrailleuse et de tuer toutes les femmes. Enfin, de tuer tout le monde en commençant par les femmes, c'est ce qu'il dit, et donc la fille va l'aider en fait, bizarrement. La fille va le pousser à faire ça, elle va le galvaniser pour qu'il le fasse vraiment, et voilà, et donc il le fait. Mais c'était un texte que j'ai écrit juste après les attentats, donc c'est vraiment là-dedans, et je pense que c'est pas vraiment entendable, ça doit pas l'être, quoi. Parce que ça semble essayer de comprendre le terrorisme et comme dirait je sais plus qui, comprendre c'est excuser, donc Manuel Valls. Ce cher. Voilà, donc je pense que parce que évidemment ça c'est la problématique, c'est c'est excusé. En fait, évidemment, c'est vraiment deux personnes qui sont complètement jetées, enfin qui n'ont aucun avenir, ils sont complètement pareil, désocialisés, sans travail, sans rien, dans la violence, et voilà. Ça jamais passé à cause de blocage au niveau du théâtre? Oui. Ouais, le théâtre ne voulait pas diffuser, ne voulait pas Ouais. participer à ça. Pas le programmer, ouais. Ok. Ouais. Parce que juste ça m'a fait penser à, du coup, ton texte m'a fait penser à un texte de Claudine Galéa Ouais. qui s'appelle Les Idiots, si je dis pas de Ouais. bêtises. Où c'est pareil, il y a un couple de jeunes qui décident de faire un braquage à 2. D'accord. Alors il n'y a pas le thème de la radicalisation. Ouais. Je le connais pas, celui-là. Ouais. Et c'est pareil, l'histoire Ah oui. de 2 jeunes qui décident de... Il n'y a pas que ça dans la pièce. Ouais. C'est 2 jeunes qui finalement décident de prendre un flingue et d'aller braquer. Ouais, ouais. Mais là, moi, je parle de radicalisation parce que c'est ça, mais en fait, il y a aucune religion là-dedans. Enfin, dans ce texte, il y a aucune religion. C'est pour ça qu'à mon avis, il pourrait passer très bien, parce que la religion n'est pas du tout abordée. En fait, c'est comme si, voilà, c'est une radicalisation non déterminée. Voilà. Donc à chaque fois qu'on l'a lu, l'année dernière, il y a une metteuse en scène, Pascal Henry, qui a voulu le monter à Grenoble, et elle a été le présenter dans une cité près de Grenoble. C'est des cités très dures, et les jeunes sont venus le voir, et ils étaient, il n'y a eu aucun problème, au contraire, ils étaient très, très, très touchés et très contents. Mais c'est les programmateurs qui... Le directeur de la Maison de la Culture de Grenoble a dit on a peur que ça leur donne des idées. Bah oui, c'est ça. Bah oui. Et les jeux vidéo. Exactement ce qu'on a pensé. Est-ce que le théâtre, est-ce qu'ils attendent le théâtre pour se donner des idées? Oui. Il nous reste quelques minutes, donc si il y a d'autres questions. Dernières questions, parce que il nous reste 3 minutes exactement.
Et justement, en termes de réception par rapport à 5 secondes et par rapport à cette thématique, est-ce que tu as déjà. Enfin, la pièce vient de sortir, donc dans les comités de lecture, etc., quel retour tu as eu par rapport à... Non, là, 5 secondes, là, c'est vraiment mon texte le plus. Enfin, il y a. Ouais, consensuel, c'est péjoratif, mais en tout cas, il y a. Voilà, c'est vrai que l'histoire de la maternité, c'est fort, mais c'est pas un sujet tabou, c'est un sujet quand même dont on peut parler, enfin, ça s'entend, quoi. J'ai l'impression que ce qui est raconté là-dedans, ça s'entend mieux, que voilà, ça n'aborde pas de choses trop tabou, quoi. J'ai l'impression que ça va être plus facile pour ce texte. Enfin bon, romance, ça a été facile, hein. C'est beaucoup joué. Il y a une autre compagnie qui l'a joué dans des théâtres et là, il n'y avait aucun problème. Enfin, c'était... Mais bon, c'est sûr, quand on va à Conflans-Sainte-Honorine, dans le lycée de Samuel Paty, elles l'ont joué au moins 15 fois dans ce lycée, parce que la directrice a dit qu'elle voulait que tous les élèves qui ont connu Samuel Paty le voient. Donc elle a acheté énormément de représentations, et là, c'est chargé, quoi, on va dire. Bon, pour l'instant, il ne s'est rien passé. Il y a une dernière question. Le questionnaire en chef. Les questionnaires. Oui. La table, ça c'est la table des questionnaires. Des questionnaires. Ouais. Par rapport du coup à la question de la religion, parce que je pense que en tant qu'auteur aujourd'hui c'est difficile justement de parler de religion au théâtre. Ouais. Que on a tendance à invisibiliser ça, on va dire que ça n'a pas sa place parce que c'est trop touchy, trop sensible. Oui, déjà c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu difficiles, ouais. Mais en même temps, la religion, qu'est-ce que tu veux en dire en fait? C'est surtout ça, quoi. Moi, j'ai rien à en dire en fait. Non, mais c'est vrai. Il n'y a rien à dire sur la religion. On est religieux, on l'est pas. Enfin, moi, j'ai vraiment pas du tout envie de parler de ça. Ça m'intéresse pas vraiment, quoi. Mais après, c'est ce qu'il y a autour qui est difficile. C'est pas la religion elle-même. La religion, voilà, c'est ce qu'on en fait en même temps. Oui, c'est notre rapport à la religion qui est intéressant. Rapport et puis tout ce qu'il y a autour. Voilà. C'est surtout ça. Mais ça, on ne peut pas en parler, par exemple. Non, je crois pas. Dire maintenant, je pense que j'écrirai pas romance. J'écrirai pas. Ça serait maintenant, romance. Ça m'étonnerait que je l'écrive. Et on ressent beaucoup des choses qui sont difficiles, quoi. Et quand même, le but, c'est que les pièces soient jouées, quoi. Donc, tu vois. Mais pourtant, romance, tu parles pas de religion. T'en parles pas, finalement. Enfin, un petit peu. Oui, mais ouais. c'est fin. C'est très fin. Ouais. Voilà, c'est pas. Oui, mais tu vois, même ça, oui. Ils l'ont coupé, donc c'est bien que ça pose un problème. Mais oui. C'est bien que ça moi, pose un problème. En lisant roman, c'est ce que je me suis dit, mais c'est délicat. Oui, c'est hyper délicat. C'est pas voilà. Oui, et puis le fait la personne qui se réclame de la religion dans cette histoire, c'est le seul qui ne l'est pas, en voilà, fait. Exactement. C'est celui qui profite de ça. Mais bon, ça, c'est compliqué. Ah oui, non, mais en ce moment, c'est compliqué. Alors, je suis le maître du temps. Il faut qu'on s'arrête. Oui. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup. Merci à vous.